effectivement, moi je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes en fait qui sont plus dans un idéal ou un fantasme de la vie. Alors moi je crois pas du tout que quelqu'un qui est célibataire a raté sa vie ou que sa vie a moins de valeur que quelqu'un qui est en couple et a une vie de famille. Une des problématiques du dépendant affectif, c'est quoi? C'est que souvent il va s'attacher avec une personne qui lui correspond pas. Soit une personne qui est pas prête à l'engagement, soit une personne qui n'est pas disponible. Donc déjà pour commencer, c'est est-ce que tu pourrais parler toi de ton approche en tant que coach, te présenter d'une part et parler de ton approche en tant que coach en relation amoureuse du coup? Ok, bien sûr. Alors déjà me présenter, donc je m'appelle David Michael, j'ai 40 ans, donc je suis marié et j'ai trois enfants qui vont de 16 ans à 2 mois et demi. Et pourquoi je me présente comme ça? Parce que pour moi c'est vraiment ma priorité. Ma vie de famille c'est vraiment le pilier de ma vie, donc c'est pour ça que je me présente ainsi. Et également, donc dans la vie, qu'est-ce que je fais? Ben, je suis coach spécialisé dans le domaine des relations amoureuses. Et donc mon job consiste à aider les célibataires qui galèrent à sortir du célibat, qui galèrent à rencontrer la bonne personne qui leur correspond pour vivre une belle relation amoureuse saine et durable avec un partenaire qui leur correspond. D'accord. Et du coup, dans le cadre de ton métier, toi, est-ce que tu as vu les évolutions, tu as vu une évolution des attentes et des besoins justement dans la relation amoureuse? Parce que toi, comme tu disais, tu t'occupes de célibataires qui veulent être en couple. Mais est-ce que tu as vu des choses bouger dans ton approche avec les différents patients que tu as ou clients? Je Ouais, sais pas ouais, comment tu les appelles. ouais, c'est des clients ou clientes. Ouais, c'est une très bonne question. Disons que oui, je pense qu'avec l'évolution de la société, qui a beaucoup, beaucoup changé, beaucoup évolué sur, on va dire, les 30 dernières années, pour juste prendre voilà, au plus proche, oui, les attentes, je pense que peut-être une des principales attentes, c'est le besoin de l'engagement réciproque. Ça, je retrouve beaucoup, beaucoup ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'est énormément perdu aujourd'hui dans les relations. C'est qu'on mise maintenant beaucoup plus sur de l'affect, sur du sensible, sur le côté un peu individualiste, où on a envie finalement de se faire du bien, d'être bien ou de ressentir un espèce de waouh. Et voilà. Et donc je pense que il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça et qui d'ailleurs ont du mal à trouver cet engagement réciproque. Et ça, c'est d'ailleurs toute la base, moi, de mon accompagnement, puisque moi, je pars du postulat que pour vivre une belle relation durable, féconde, épanouissante, alors déjà, il faut choisir la bonne personne quand même, qui nous correspond, qui est alignée avec Ouais. notre vision, avec notre projet, avec nos valeurs, qu'on ait des centres d'intérêt communs. Mais surtout, il faut qu'il y ait une base d'un engagement commun. Il faut que chacun s'implique dans la relation. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un des deux qui se désengage et là, ça va être très compliqué de vivre une relation qui continue de grandir et d'évoluer. Donc toi, la base de tes accompagnements, comme tu disais, c'est l'engagement. Mais tu évoquais justement que certaines personnes cherchent dans la relation d'autres formes de sensibilité. Et justement, est-ce que dans l'idée du sujet sur lequel on va échanger, est-ce que cette sensibilité, du coup, peut, entre guillemets, être nourrie différemment? Parce Tu que veux dire est-ce le... que du coup, il n'y a pas une vision déformée de ce qu'est la relation de couple, de ce que toi tu évoquais en termes Hmm. d'engagement? Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, il y a une espèce d'illusion dans laquelle les personnes sont et qu'elles cherchent à nourrir cette sensibilité ou ces Hmm. besoins qui n'appartiennent peut-être pas à la relation, uniquement par ça, en fait? Ouais, Et qu'il y a peut-être d'autres formats? c'est encore une fois une très très bonne question que tu poses et pour moi c'est là où souvent c'est là qu'est le nœud du problème ou un des nœuds du problème. C'est-à-dire que Ouais. tout dépend de ce qu'on va attendre de ce qu'est ou ce que doit être une relation amoureuse ou une relation de couple. Parce que selon les représentations que je vais en avoir, et pour peu que j'idéalise la relation ou que je pense que ça doit ressembler au film hollywoodien, qu'il doit y avoir une espèce de romance, qu'il doit y avoir une passion amoureuse, et que j'ai pas de maturité affective, que je ne connais pas suffisamment le couple, parce que j'ai peu d'expérience ou pas d'expérience, ben, il est clair que je risque de ne pas être satisfait de ce que la relation va m'apporter, va me donner. Voilà. Aujourd'hui, ça c'est pour moi une des choses que je retrouve énormément dans notre société moderne, c'est en fait Ouais. cette recherche dans la relation amoureuse de vraiment se nourrir au niveau du sensible, c'est-à-dire d'associer, on va dire, Ouais. l'amour au sentiment amoureux, à la dimension D'accord. sensible. Voilà. Et c'est ça qui entraîne déjà clairement des relations de dépendance affective. Pourquoi? Parce que le dépendant affectif, qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va chercher à combler un espèce de manque
qui pense avoir Ouais. en lui-même un manque de valeur, un manque d'estime, un manque de sens, il va chercher à le combler à travers la relation, à travers le lien à l'autre. D'accord? Et D'accord. du coup, une des problématiques du dépendant affectif, c'est quoi? C'est que souvent, il va s'attacher avec une personne qui ne lui correspond pas. Soit une personne qui n'est pas prête à l'engagement, soit une personne qui n'est pas disponible, d'accord? Mhm. Soit une personne qui finalement ne partage pas du tout le même projet de vie, tu vois, une personne qui veut Ouais. pas se marier, qui veut pas d'enfant, qui n'est pas prête Ouais. à s'engager, qui n'a pas cette même vision du couple. Voilà. Sauf que la personne, elle va ressentir ce qu'elle va appeler de l'amour. Alors, il faudrait définir ce Ouais. qu'est l'amour. Voilà, une espèce d'attirance, d'attachement amoureux, va se mettre tout de suite, se jeter à cœur perdu dans la relation et en fait va beaucoup Ouais. souffrir parce qu'en fait, ils n'auront pas posé des relations, comment dirais-je, une base saine, basée sur un engagement, sur un projet commun, sur des valeurs communes. Et donc Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve beaucoup. Euh, c'est voilà, c'est vraiment la recherche de, à travers l'autre et à travers la relation, Mhm. de se nourrir soi-même, en fait. Et là, on est déjà dans D'accord. une objectivation de l'autre. Donc, en fait, on utilise Ok. l'autre pour se nourrir soi. Voilà. Et selon Mhm. moi, déjà, là, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. C'est que, alors, selon moi, ça, c'est ma carte du monde, mais l'amour, ça va Ouais. avec le don de soi. Ça veut dire, je m'engage. Ça veut dire que je prends acte dans la relation, mais j'ai aussi des responsabilités à l'égard de l'autre. Je vais veiller au bien D'accord. de l'autre. Je vais être attentionné sur la croissance de l'autre et je vais essayer de faire ce qui est de mon ressort pour Mhm. participer à la croissance de l'autre, à l'évolution de l'autre, à essayer de satisfaire certains de ses besoins dans la relation, d'être un soutien pour cette personne, d'être présent, voilà. Justement, dans les témoignages que j'ai déjà reçus sur la thématique, qu'on évoque de l'épanouissement sans relation amoureuse, certaines femmes justement témoignaient du fait que, elles donnaient trop. Mm, Elles donnaient trop à l'autre et elles en étaient même usées parce qu'elles donnaient même, ce qu'elles n'étaient mm, pas, des fois dans certaines situations mm, et que, elles en arrivaient à se dire que ça changeait tellement leur nature et ce qu'elles étaient profondément, qu'elles ne voulaient plus justement aller dans des relations amoureuses. mm, Du coup, toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Et quand tu parlais justement de don de soi, où se mm. situe la limite? Ah, c'est encore une fois une très bonne question. C'est une histoire de curseur. Alors, il y a plusieurs choses à ça. Mais c'est ce que tu dis là, c'est très fréquent. Déjà, il y a les modèles qu'on a eus, nous, dans notre enfance. Si moi, mon Ouais, modèle de ma mère, de ma grand-mère, c'était une femme soumise, effacée, qui devait tout donner à son mari, à ses enfants, ben, j'ai déjà, moi, cette espèce de représentation. Et donc, par loyauté familiale, si je fais pas un véritable travail de me libérer de ça et de décider ce que moi, je veux vivre vraiment, ce qui est ajusté avec mes désirs, mes besoins, mes valeurs, je risque ouais, de reproduire de manière inconsciente ces schémas-là. D'accord? Donc ça, c'est d'accord. très classique. Aujourd'hui, quand même, la société, elle a un petit peu levé ça, en tout cas nos sociétés Mmh. à nous, où finalement, maintenant, la femme n'a pas à être soumise à l'homme, n'a pas à s'effacer. Il y a une égalité de valeurs, hein, d'accord, qui font que la femme, elle a les mêmes droits que l'homme, elle a autant le droit de s'épanouir de l'homme qu'elle peut avoir autant de liberté que l'homme. Maintenant, dans ce que tu décris aussi, il y a très souvent, au-delà de ce premier aspect dont j'ai parlé, des représentations qu'on peut avoir, des schémas qu'on peut avoir, il y a aussi tous les D'accord. schémas de dépendance affective. Parce que le OK. propre du dépendant affectif, c'est quoi? C'est que quand il est attaché à l'autre dans la relation, en fait, il s'aliène à l'autre, dans le sens où, en fait, il perd beaucoup de liberté d'être, de liberté de se respecter dans ses besoins, et Mmh. soit par peur de plus être aimé, par peur de décevoir l'autre, par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, d'être trahi. En fait, la personne, elle surinvestit la relation. Et en fait, en faisant D'accord. ça, elle est dans moi ce que j'appelle être dans la gentillesse. Alors, tel que moi je le définis, c'est une posture Mmh. relationnelle. En termes de OK. qualité, la gentillesse, c'est une très bonne qualité, quelqu'un qui est gentil. Mais moi, je parle de la gentillesse comme une posture relationnelle. Pour moi, c'est une posture de faiblesse, dans le sens où ça veut dire que je Mmh. fais passer toujours les besoins de l'autre avant mes besoins, voire au détriment de mes propres besoins. Et là, en fait, on est tout de suite dans une relation dysfonctionnelle qui n'est pas ajustée parce que, en fait, à partir du moment où je fais passer les besoins de l'autre avant mes propres besoins, je ne me respecte plus dans la relation. Donc, je nourris plus mes propres besoins. Voilà. Après, tout l'équilibre à trouver, justement, quand tu parlais de curseur, enfin, de où est la Mmh. mesure, c'est que pour moi, la bienveillance, c'est je tiens compte de mes besoins d'abord. Donc, je suis quand même à l'écoute de Ouais. qu'est-ce que moi je veux dans la relation, de quoi j'ai besoin, mais tout en tenant compte de l'autre. Et c'est ça pour moi, vivre de l'interdépendance. C'est
Mhm. À la fois, je satisfais mes besoins, mais à la fois, je satisfais les besoins de l'autre. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre. Euh, C'est-à-dire que parfois, ben, je vais accepter de me décentrer un petit peu de moi-même, voilà, pour aller répondre un petit peu aux besoins de l'autre. Et parfois, ben, je saurais dire non, je saurais décevoir l'autre parce qu'à un moment donné, c'est pas ajusté pour moi, c'est pas OK pour moi, et je saurais dire non, je saurais décevoir l'autre. Et même si ça amène de la déception, de la souffrance chez l'autre, ben, c'est comme ça. On peut pas toujours satisfaire l'autre. Et ça, pour moi, donc ça, c'est la base dans mon accompagnement, le pilier de la posture vraiment de bienveillance. Voilà, pour moi, la bienveillance, c'est je veille à mon bien et je veille au bien de l'autre. Voilà. Et ça permet vraiment de vivre cette relation dans la croissance, ce qu'on appelle l'interdépendance. Parce qu'après, on peut y D'accord. avoir un autre écueil, qui est l'écueil Mhm. inverse de la personne qui s'oublie. C'est celle, en fait, qui est complètement auto-centrée dans la relation, d'accord? Qui est Ouais, qui est très égoïste, égoïste, c'est ça? ouais, qui est très individualiste. Donc ça, on parle Ouais. de phase d'indépendance dans les cycles de croissance. Elle est Ok. nécessaire, cette phase-là, mais c'est ce que moi j'appelle les couples colocataires. Et c'est d'ailleurs, c'est D'accord. toujours dans ces phases-là, des couples qui sont ensemble depuis des fois 5, 7, 10, 12, 15 ans, c'est souvent cette Ouais. phase où les couples se séparent, les couples divorcent. Parce qu'en fait, la personne, elle trouve un espèce d'équilibre. Elle est en relation, elle est mariée, elle a une vie de famille, mais en fait, elle va commencer à s'occuper que de ses besoins, mais vraiment que de ses besoins. Et en fait, à un moment donné, l'autre devient presque une entrave à ma liberté, une entrave à mon épanouissement personnel. Et du coup, ben, je préfère faire le choix de quitter la relation pour finalement continuer de m'épanouir de façon très individualiste et très auto-centrée, plutôt que accepter de perdre certaines libertés, d'accord, pour rentrer dans l'interdépendance. Voilà. Mais D'accord. l'interdépendance, ce que ça a de très positif, c'est que ça me permet de gagner des libertés nouvelles au sein de la relation. Et c'est là où on vit le couple 1 + 1 = 3. Chacun, D'accord, on arrive à penser. chacun est épanoui individuellement, d'accord, dans Mhm. sa vie, dans sa sphère professionnelle, amicale, dans ses passions, dans ses loisirs, dans son boulot. Mais également, il y a toute la sphère vraiment du couple ou de la vie de famille qui est également nourrie. Voilà, c'est vraiment le 1 + 1 = 3. Moi, c'est le couple que je prône, c'est celui-là que j'essaie de vivre moi dans mon propre couple. C'est pas toujours facile. Et c'est celui Ouais. que je préconise moi aux gens que j'accompagne. D'accord. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de, notre histoire de vie, nos conditionnements, comment ça avait pu jouer là-dessus. Mais aujourd'hui, est-ce que en soi, c'est un besoin fondamental d'être en couple ou, heu, l'être humain peut totalement vivre une Hmm. vie épanouie sans cela? Alors, c'est une très bonne question. Alors, euh, petit disclaimer avant de répondre à ça, moi j'ai vraiment un biais par rapport à ça. Moi, j'ai une vision de ça. Donc, je prends ce parti que ce que je vais dire, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. Et notamment aujourd'hui, ce que prône notre société moderne, c'est que finalement, il y a différentes formes d'état de vie. C'est-à-dire que OK. à l'époque, c'était mal vu d'être célibataire. C'était un peu quelqu'un qui avait raté sa vie. Alors, moi, je ne crois pas du tout que quelqu'un qui est célibataire a raté sa vie ou que sa vie a moins de valeur que quelqu'un qui est en couple et a une vie de famille. Donc, je ne compare pas la valeur d'une vie d'un être humain à ce qu'elle a pu faire. Euh, OK. Maintenant, moi, je pense que déjà, l'être humain, il est fait, il est créé pour aimer et être aimé. Alors, clairement, OK. il n'y a pas que le couple ou la vie de famille pour aimer et être aimé. On peut Mmh. aimer nos amis, nos collègues de boulot, on peut aimer... Voilà. Il y a différentes façons d'aimer, d'accord, dans différents modes de relation, mais il est clair que la vie de couple, c'est quand même une forme bien particulière, avec un engagement quand même qui est assez total et assez radical et qui permet finalement d'avoir un peu, je pourrais dire, un alter ego, une personne un peu avec qui on va devoir grandir, évoluer. Moi, je crois encore beaucoup, même si aujourd'hui tous les théories du wokisme, du genre, viennent nier la différence, je dirais, sexuelle. Moi, je crois quand même qu'il y a une vraie différence ontologique dans l'être entre la femme et l'homme, même si on a tendance aujourd'hui à le nier. Moi, je crois vraiment, en tout cas, je le vois, c'est mon expérience propre. Et quand j'observe les couples autour de moi, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Et donc, je pense qu'il y a une vraie fécondité à ce que l'homme s'ouvre à la femme, tu vois, à tout son côté féminin, intuitif, l'imaginaire, le sensible, son fonctionnement qui est très très différent de l'homme, mais qui lui apporte en fait une vraie richesse, une vraie complémentarité. Et je pense que l'homme a une vraie complémentarité à apporter à la femme. Donc selon moi, pour répondre à ta question, moi je Ouais. pense qu'on est tous appelés quelque part à vivre cette forme d'amour
qu'est le couple ou la vie de famille. Euh, Ouais, Maintenant, je reste convaincu qu'il y a des personnes qui sont célibataires, mais qui ont une vie qui est très féconde. Maintenant, il faudrait voir ce qu'on appelle par épanouissement. Si c'est juste c'est un ça. épanouissement auto-centré de je satisfais mes propres besoins, ça, pour moi, Ouais, j'appelle pas ça une vie féconde. Selon moi, encore une fois, c'est ma carte du monde. Parce que la ok. fécondité, c'est le rayonnement qu'on va avoir autour de nous. C'est l'impact qu'on va avoir, c'est ce qu'on va laisser, c'est la trace qu'on va laisser, c'est ce qu'on va donner. Donc, si je passe ma Exact. vie, et ça, nos sociétés modernes, elles prônent beaucoup ça aujourd'hui, de chercher une espèce de d'épanouissement personnel, auto-centré, très nombriliste, très où je cherche mon équilibre, et que l'autre, finalement, est presque une entrave à ma liberté, à mon épanouissement. Ouais. Selon moi, ça pour moi, c'est une forme d'enfermement sur soi-même et que je pense que la véritable liberté, pour moi, c'est la capacité de se donner. En fait, de donner ce que l'on est à l'humanité. Alors, ça peut être dans son travail, ça peut être dans son couple, avec ses amis, sa famille, hein. Il y a plein de formes de ça. Mais voilà un petit peu ce que je pense. La fécondité, pour toi, ça serait apporter ce que je suis pour ajouter de la plus-value au monde ou C'est à mes ça. relations. Ouais, c'est D'accord. vraiment ça. C'est pour moi, tu sais, j'aime beaucoup la parabole des talents dans la Bible, mais c'est comme si j'ai Ouais, reçu différents talents de Dieu. Alors, chacun ouais. va mettre le mot qu'il veut, Dieu, la vie, l'univers. J'ai des talents, j'ai des qualités, j'ai des valeurs, j'ai une personnalité. Comment je mets ça au service des autres? Voilà. Mhm. Parce que je pense que pour moi, le véritable bonheur, c'est justement pas euh, d'avoir une vie auto-centrée, à juste vouloir satisfaire ses besoins. Ça, je crois que finalement, c'est une forme d'enfermement sur soi. Je pense qu'au Ouais. contraire, c'est la capacité à faire rayonner ce qu'on est autour de nous, à avoir de l'impact et puis vraiment à pouvoir donner de l'amour. Alors après, encore une fois, il faut définir ce qu'est l'amour, mais de donner en Mhm. fait ce que nous sommes pleinement et entièrement. Ok. Donc, si je revenais à la question de départ, le besoin fondamental, c'est un bien grand mot, ça serait d'aimer, d'accueillir pleinement ce qu'on est, pour après entrer en relation de manière grandissante avec les autres. Ouais, clairement, ouais, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, le couple, si tu veux, c'est une forme, c'est un moyen, c'est un chemin qui permet de vivre ça. Parce que quand cette Ouais. vie, elle est complètement donnée avec notre mari ou avec notre femme, avec nos enfants, ben oui, c'est une vie donnée. Alors, clairement, une vie donnée, ça veut dire aussi qu'il y a des responsabilités, il y a des charges, il y a des obligations. C'est aussi, il y a du don de soi, il y a une notion de compromis, peut-être même parfois de sacrifice. Euh, voilà, alors, faut pas retomber dans ce que tu disais tout à l'heure, ces femmes qui aiment trop. D'ailleurs, il y a des bouquins là-dessus, hein, ces femmes qui aiment trop, où là, Mhm. finalement, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, parce que si à un moment donné, oui, me donner, c'est que du sacrifice, et moi, je suis éprouvé dans ça, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, il y a quelque chose qui n'est pas bienveillant. Est-ce que là, je m'aime moi véritablement si je ne me respecte pas dans une relation? Donc là, il y a quelque chose qui, selon moi, n'est pas ajusté, et ça, c'est ce qu'on retrouve, c'est vraiment les schémas dans la dépendance affective. Ça, c'est vraiment le schéma classique de la personne qui s'inscrit dans des relations de dépendance affective. Et justement, comment toi tu accompagnes les gens à sortir de ce schéma de dépendance affective? Comme on le voyait, qui peut avoir, plein de formats Mhm. différents et que des fois dans certains témoignages de personnes qui veulent rester célibataires, même s'ils sont célibataires de ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure de ce que tu exposais, au final, dans ce nombrilisme, il peut y avoir de la dépendance affective et une forme de fuite, c'est ça? Complètement, ouais. En fait, nous, avec ma femme, on emploie le terme d'anorexie affective. En fait, D'accord. dans la dépendance affective, ça prend différentes formes. Il y a le dépendant affectif, celui qui va avoir un style d'attachement anxieux, qui est celui qui recherche un peu la fusion, l'intensité, qui va vite se jeter dans la relation et se perdre et rechercher la fusion. Ça, c'est celui qui a un style d'attachement anxieux. Celui-là, c'est Ouais. vraiment la caricature du dépendant affectif qui se jette à cœur perdu dans la relation et qui s'oublie. Tu vois, qui s'aliène à OK. l'autre, qui perd sa liberté, qui n'arrive plus à OK. exister, à s'épanouir et à grandir quand elle est attachée à l'autre, quand elle est dans la relation à l'autre. Et ensuite, il y a ce que nous on appelle l'anorexique affectif. C'est celui qui a un style d'attachement évitant. Donc c'est un peu le célibataire endurci. C'est celui qui reste beaucoup dans le célibat, mais en fait par peur de s'attacher à l'autre, par peur de dépendre de l'autre, parce qu'il pressent que ben, si je m'attache à l'autre, peut-être que je vais me perdre dans la relation, peut-être que je vais souffrir, peut-être que je vais pas arriver à me positionner, peut-être que l'autre va me trahir, m'abandonner, me rejeter. Voilà. Et donc sa stratégie, c'est une stratégie d'évitement, mais en fait, quelque part, c'est la même problématique derrière. C'est une problématique d'attachement. Voilà. Et Mmh. donc, moi, par contre, dans les personnes que j'accompagne, il y a quand même une grande, grande proportion qui a un style d'attachement évitant. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup de personnes qui ont
vraiment le parcours de célibataires de longue date, qui n'arrivent pas à vivre des relations durables. C'est-à-dire qu'ils commencent des relations de quelques mois, et puis rapidement, en fait, ils se détachent. En fait, ils sont dans la fuite et dans l'évitement. Ils ont du mal à co-construire avec l'autre. Ils ont du mal à dépendre de l'autre et à arriver à se positionner, en fait, dans la relation. Mhm. Mais du coup, on peut passer de l'un à l'autre également. Alors ça, ceux qui passent de l'un à l'autre, souvent, c'est les personnes qui ont un style d'attachement désorganisé. Ça représente 5% de la population, donc ça reste quand même D'accord. une minorité. Oui, ce sont des personnes qui ont, en fait, ils ont un style d'attachement prédominant. Soit c'est ceux qui se jettent à cœur perdu dans la relation, ce qu'on appelle les styles d'attachement anxieux. Par contre, par moment, quand la relation leur amène de l'inconfort, du stress, des peurs, des grosses perturbations émotionnelles, en fait, ces personnes-là, en fait, vont se désengager dans la relation. Ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir une rupture franche, mais ça veut dire que la personne n'est plus engagée dans la relation. Elle est plus engagée émotionnellement. Elle formule plus de demandes, elle communique plus sur ses besoins, elle se projette plus dans la relation. En fait, elle est là sans être là. Et ça fait aussi D'accord. ces couples colocataires. On est Ouais, ce que ensemble, tu disais on tout se à l'heure. détache pas, c'est-à-dire, on se quitte pas vraiment, donc on n'assume pas vraiment les conséquences qu'il y aurait à se séparer, mais en fait, on n'est plus vraiment dans la relation, on n'est plus investi dans la relation. Mhm. Et comment, du coup, on peut aller recréer une forme d'attachement plus sécure à l'intérieur de toi? C'est quoi, toi, les stratégies que tu mets en place avec tes différents clients par rapport à ça pour Ouais, retrouver un équilibre, je dirais? ouais. Alors c'est un vrai gros travail. D'ailleurs, quand on veut sortir de la dépendance affective, on a un gros travail à faire sur soi. Déjà, vraiment, pour moi, une des choses fondamentales dans les relations en général, et puis alors vraiment plus dans la relation de couple, c'est la connaissance de soi. Je crois que si on se comprend pas et qu'on se connaît pas, on va Ouais, avoir du mal à se positionner face à l'autre. Et on risque d'accord. de projeter des choses sur l'autre, mais des choses qui nous appartiennent. On risque de rentrer dans des schémas un peu de jeu de pouvoir, parce qu'en fait, on va chercher à contrôler l'autre ou contrôler la relation, parce que soi-même, on n'arrive pas à se positionner dedans. Donc pour moi, une des premières choses, c'est d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Moi, je fais beaucoup ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que Mhm. j'aide les gens à prendre conscience, par exemple, qu'ils ont un style d'attachement évitant. La plupart, quand ils viennent, ils me demandent mon aide, ils n'ont pas du tout conscience de ça. Clairement pas. D'accord. Certaines personnes, oui, quand elles ont fait pas mal de thérapie derrière, mais assez peu de personnes sont conscientes de ça. Donc, une des premières choses, c'est que je les éduque sur ça, je leur explique en quoi, en fait, leur fonctionnement, comment dire, génère leurs difficultés sentimentales. Avoir du mal de D'accord. s'attacher, créer du lien, attirer une personne, être dans la séduction, tout ça, parce que justement, c'est tout leur fonctionnement qui font qu'il y a une distance affective qui est créée. Donc, je leur explique déjà comment ça fonctionne, avec des conseils de lecture, avec des coachings de groupe, en séance individuelle, voilà, je leur explique tout ça. Euh, Ouais. la première des choses à faire, déjà, c'est retrouver le lien à soi-même. Parce que tout est un problème de lien. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est retrouver un lien à soi, nourrir le lien à soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accueille mes ressentis, j'accueille mes émotions, j'apprends à traduire mes ressentis et mes émotions en besoins. C'est-à-dire, je suis plus à l'écoute, je mets de la conscience sur quels sont mes besoins. Et ensuite, je me positionne par rapport à ça. Donc, soit je formule des demandes, quand c'est par rapport à des personnes dans des relations. D'accord? Je sors des attentes, mais je formule des demandes. J'apprends à exprimer clairement ce que je ressens. Voilà, clairement. Voilà, je ressens ça, ça me convient, ça me convient pas. Donc j'apprends à m'affirmer, j'apprends à me positionner. Voilà. Et puis, ben, j'accepte aussi de créer du lien avec les personnes. Parce que quand j'ai retrouvé ce lien à moi, j'accepte de pouvoir m'attacher à des personnes, de créer une proximité affective, émotionnelle. Voilà, et j'accepte l'inconfort qui est inhérent à ça aussi. Parce que ça amène beaucoup d'inconfort d'être vraiment dans les émotions, d'être au niveau de l'affect. Donc voilà, en partie, certaines choses que les personnes peuvent faire. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé justement de rencontrer des clients qui justement après avoir fait tout ce travail d'introspection, avaient décidé justement d'aller renforcer la relation, mais pas au travers du couple, au travers d'autres formats et de se dire que: «Ah sur ce point-là, après avoir fait tout ce travail, ben, c'est pas forcément là où je veux aller en fait». Ok. Alors, oui et non. Non, dans Ouais, le sens où moi, les gens que j'accompagne en coaching, moi j'ai un programme d'accompagnement premium, j'ai envie de dire, sur 6 mois, il y a vraiment une vraie transformation qui est apportée. Il y a beaucoup de valeur, beaucoup d'expertise. Donc moi, je suis très sélectif à l'entrée. C'est-à-dire que OK. quelqu'un qui n'est pas clair, qui veut vraiment le couple, qui n'est pas sûr à 100%, je l'accompagne pas.
Donc, si tu veux, j'ai D'accord. pas de personnes qui, après Ouais. l'accompagnement, me disent finalement, ah ben en fait, non, je vais être bien dans mon célibat, mais par contre, je vais être mieux dans mes relations. Et donc, finalement, je pensais que c'était le couple qui était ma solution. Mais en fait, non, je vais être bien dans tous les autres domaines de la vie, hormis le couple. Et du coup, j'ai plus ce projet-là. Ça, je n'ai jamais ça. Par contre, Ok. moi, mon coaching, c'est du coaching relationnel et amoureux. Mais avant tout, il est relationnel. Relation à soi, Ok. relation aux autres. Et pareil, un gros Ok. travail qu'on fait, c'est la relation à ses parents et à sa famille. Parce que moi, comme je dis Mhm. toujours, tant que tu n'as pas dépassé tes enjeux liés à tes parents, tes enjeux familiaux, tu vas reproduire ces mêmes enjeux dans ton couple. Ça, c'est, je veux dire, c'est une règle de base de la psychologie. Tu vas Ouais. rejouer tes schémas familiaux dans ton couple. Donc, Mhm. donc ça, moi, il y a un vrai travail que je demande aux personnes que j'accompagne. Quand je leur dis quelle relation tu as aujourd'hui à tes parents, la personne qui me dit j'ai des relations toxiques, j'ai pas coupé le cordon, je me laisse encore influencer par le regard de mes parents, j'ose pas dire ce que j'ai envie quand je suis en désaccord, ben là, une des premières choses que je dis, c'est d'abord, il faut que tu sois d'adulte à adulte avec tes parents. Il faut que tu te libères de cette espèce d'emprise que tu as de tes parents. Ou si tes parents sont des personnes qu'on pourrait qualifier de toxiques, qui sont pas forcément dans la bienveillance et le respect, ne t'attends pas à avoir une relation dans le respect si aujourd'hui tu continues d'entretenir une relation avec tes parents dans de l'irrespect. Donc par contre, Mhm. l'impact, moi, de mon accompagnement, il va se traduire dans tous les domaines de vie des personnes. C'est ça. Ok. Elles se C'est respectent beaucoup spécialisé. plus dans le Oui. travail, avec leur Mhm. famille, avec leurs amis. Elles vont apprendre à dire non, elles vont apprendre à formuler des demandes, à poser des limites, à s'affirmer, à tenir des gens à distance quand ce sont des gens qui sont pas forcément bienveillantes ou respectueuses. Ça, c'est vraiment, oui, c'est l'impact qu'apporte mon accompagnement. C'est clairement une transformation dans tous les domaines de vie au niveau relationnel. Mhm. Donc après, libre à la personne, elle, de revoir ou pas son plan, mais à la base, c'est que toi, tu as besoin d'avoir un premier engagement symbolique dans Ouais. la relation de coaching, si j'ai bien Ouais. compris. C'est ça. Ben oui, parce que, encore une fois, pour qu'il y ait du résultat, pour qu'il y ait une transformation, il faut que la motivation, le désir soit fort. Donc si le désir d'être en couple, le désir de fonder une famille, d'avoir des enfants, de se marier n'est pas suffisamment grand, probablement qu'il n'y aura peut-être pas de résultat. Surtout qu'on le sait tous, c'est vachement challengeant une vie de couple. Ça vient vachement de challenger, ça vient tellement toucher des parts de nous-mêmes, nos blessures, nos parts d'ombre, que si on n'a pas une grande motivation, un profond désir, il est possible qu'aux premières difficultés, aux premiers obstacles, aux premières expériences inconfortables, ben, la personne en Ouais. fait renonce et soit dans la fuite et l'évitement. D'accord, puis remettre en place ces mêmes schémas. Clairement, ouais. Ok. Ouais. OK, nickel. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais qu'il faut qu'il y ait un vrai désir. Mais du coup, comment toi tu fais pour accompagner la personne à comprendre, est-ce que c'est justement un vrai désir ou est-ce que c'est une pression, un conditionnement, Mm. ou autre derrière, un schéma qui se met en place Bien qui sûr. pourrait justement lui faire croire que c'est un désir? Bien sûr. Bah, encore une fois, tu poses une très très bonne question. Et ça, c'est quelque chose que je fais moi au début de mon accompagnement, en fait. Alors déjà, je questionne dans le bilan amoureux avant de proposer mon aide à la personne. J'essaie vraiment de sonder si justement, est-ce que c'est vraiment un désir profond qui rejoint les besoins profonds de la personne, qui rejoint ses valeurs, qui rejoint sa spiritualité, ses aspirations, ou est-ce que c'est une espèce de fantasme, ou est-ce que c'est une espèce d'injonction sociétale, familiale, et en fait, la personne, oui, elle dit, ouais, j'ai envie d'être en couple, mais en fait, quand on creuse, quand elle le dit, elle habite pas ce qu'elle dit. Tu vois? Et OK. donc, moi, en fait, qu'est-ce que je fais? Je fais ce que font beaucoup de coachs en accompagnement. On travaille la question du why, du pourquoi. Pourquoi? Et on va vraiment creuser la vision. C'est-à-dire, en Mmh. fait, ok, tu dis que tu veux être en couple, mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu resterais pas célibataire? Et qu'est-ce que tu penses que le couple va t'apporter? Ah, mais pour moi, ça serait une réalisation personnelle, je serais tellement épanoui. Ok, donc ça rejoint des besoins fondamentaux, profonds. Peut-être ça rejoint ta spiritualité, peut-être que tu as une vision que Dieu veut que l'homme et la femme soient en couple et aient des enfants. Et si ça rejoint pleinement ta spiritualité, et encore une fois, pas une spiritualité qui serait un dogme qu'on t'a inculqué, et que du coup, Ouais. voilà, mais que c'est une spiritualité que tu choisis, qui te permet une transcendance, une fécondité de croire en quelque chose qui est plus grand que toi, qui te dépasse et qui te permet de t'ouvrir à plus grand que toi. Donc ça, c'est la première étape que je fais dans mon accompagnement, c'est d'abord on clarifie ça. On clarifie le D'accord. why, le pourquoi, la vision, et on va vraiment rattacher ça à des valeurs, à la spiritualité. Mmh. Moi, j'utilise un outil qui est très connu de la PNL qui s'appelle les niveaux logiques, et on travaille Ouais. vraiment sur ces différents niveaux logiques
pour vraiment aller chercher dans toutes les, comment je dirais, dans toutes les strates de notre psychologie, pour aller chercher vraiment la profondeur. Parce que, effectivement, moi, je m'aperçois qu'il y a énormément de personnes, en fait, qui sont plus dans un idéal ou un fantasme de la vie de couple. Parce que, voilà, on pense que quand je serai en couple, je serai heureux, je serai bien, ma vie aura du sens. Moi, comme je dis aux gens, si déjà tu n'es pas bien dans ton célibat, le couple ne va pas régler les problèmes inhérents à ton célibat. Ça, c'est une illusion de croire ça. Le dépendant affectif, il croit ça. Il pense que le jour où Ouais. il va être aimé, qu'il aura quelqu'un dans sa vie va va avoir du sens. En fait, c'est faux. C'est que la personne, en fait, elle va compenser ses manques, tu vois, liées à ses croyances limitantes, à ses blessures et tout ça, à travers la relation à l'autre. Mais en fait, en aucun cas, la personne va réellement s'épanouir au sein de la relation. Elle va juste compenser des manques. Mmh. Donc du coup, le «chemin» entre guillemets de tout un chacun passe quand même par cette phase de célibat, introspection, travail sur soi, aller se découvrir ce qu'on veut. Parce que est-ce que c'est un schéma classique de se dire: «Je suis en couple, je vis un écueil, du coup, j'ai une période de célibat, j'ai une introspection, parce que sur certains témoignages, c'est ce que j'ai reçu justement, que, il y a eu de longues périodes de couple, de longues périodes justement de célibat et est-ce que du coup c'est des cycles qu'on voit qui se répètent régulièrement chez tes clients, qu'on passe par différentes phases avant d'arriver peut-être à une relation qui soit vraiment engageante? Ouais. C'est encore une fois une très bonne question que tu poses, je trouve. Euh, alors, l'idéal, même si l'idéal n'est pas de ce monde, ça serait, comment dirais-je, de grandir avec la même personne et que chacun puisse grandir, apprendre de ses erreurs, mais que malgré tout, on puisse grandir, évoluer ensemble. Sauf que ben, parfois, ça va passer par commettre des erreurs. Alors, j'aime pas le mot erreur, parce que erreur, il n'y a pas d'erreur, il y a des retours d'expérience, il y a des apprentissages, mais on va mettre le mot erreur, on sait de quoi on parle. Quand on s'engage dans une relation et qu'on pense qu'elle va marcher, qu'on a des vrais projets de vie et que ça aboutit pas, on peut le vivre comme un échec. Voilà. Comme une erreur, je me suis trompé de personne, voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Euh, oui, là, par contre, c'est utile, selon moi, et nécessaire de tirer des leçons, justement, de son expérience passée, d'en tirer des enseignements, de voir justement, OK, ben, qu'est-ce que j'ai fait que peut-être la prochaine fois, il faudra que je fasse différemment pour, en fait, apprendre de ses erreurs. Parce que si on n'apprend pas, qu'on on n'est pas capable de faire une relecture de ses expériences passées, du pourquoi ça n'a pas marché, ben, probablement qu'on va reproduire la même chose jusqu'à qu'on en ait compris, qu'on en ait tiré les leçons. Voilà. Donc pour moi, je trouve ça très pertinent quand on a connu un ou plusieurs échecs, de faire vraiment une relecture, d'en tirer tous les enseignements nécessaires pour ne plus reproduire. En fait, pour dire, ben voilà, j'ai commis cette erreur-là, je ne vais plus la reproduire. Et donc maintenant, je vais débuter la relation sur de meilleurs fondements, sur des meilleures bases, fondations, pour pouvoir avancer. Donc, tu vois, typiquement, je te donne un exemple Ouais, précis. Euh, ouais. Parce que moi, je discute avec quand même beaucoup de personnes sur les réseaux et autres qui me partagent leur parcours. La personne, tu vois, typiquement, la caricature d'une personne dépendante affective qui a eu plusieurs relations toxiques ou dysfonctionnelles avec, alors je prends là l'exemple d'une femme, mais ça pourrait être un homme, hein, ça va dans les deux sens, avec des profils d'hommes. Alors, maintenant, on voit des pervers narcissiques partout. Je pense que tous les hommes ne sont pas pervers narcissiques, mais des hommes manipulateurs qui sont dans le contrôle, la prise de pouvoir et qui sont dans une forme d'irrespect ou de violence verbale, hein, voilà, dans ces schémas-là. Pour moi, tu vois, quand la personne, elle reproduit une, deux, trois fois la même chose, c'est qu'elle n'a pas compris encore. Ce qui fait que chez elle, elle va chercher ça. Est-ce qu'elle reproduit sa blessure d'enfance? Est-ce que du coup, elle va chercher un amour qui est maltraitant, un amour qui est irrespectueux? Parce que c'est dans ça que la personne se sent finalement bien, parce que c'est ce qu'elle a connu. Et donc, elle rejoue par loyauté familiale, par loyauté inconsciente. Donc là, la personne, elle a tout intérêt, quand elle a vécu ça, de vraiment comprendre, OK, en fait, je vais chercher ce type d'homme parce qu'en fait, mon père ressemblait à ça a été mon modèle. C'est comme ça que je me suis senti aimé, moi, dans ma famille. J'ai eu une blessure de rejet, j'ai eu une blessure d'humiliation. Je me suis pas senti aimé, considéré, pas reconnu dans mes besoins. Et en fait, inconsciemment, eh bien, en fait, je rejoue ça et je vais chercher ça dans mes couples. En fait, je remets en scène, je rejoue mon histoire, ma blessure, mes schémas. Et en fait, l'idée, c'est que ben, c'est aussi pour me mettre en lumière ça parce qu'il faut que je m'en libère. Il faut qu'à un moment donné, moi, je prenne conscience de ces schémas-là que j'ai pour pouvoir dire non, moi, c'est pas cette forme d'amour que je veux vivre. Voilà.
Et c'est intéressant justement, depuis tout à l'heure, tu parles des rapports qu'on a avec nos parents. Si en tant que toi-même tu es parent, moi je suis maman également, comment accompagner au mieux nos enfants pour avoir un attachement qui soit le plus sécure Mm. et éviter, si c'est possible, est-ce que c'est pas une illusion, justement qu'ils reproduisent des schémas dans leurs relations qui soient toxiques? Alors, j'ai envie de te dire, en tant que parent, on fait ce qu'on peut. Avant d'être parent, on a des principes, et puis ensuite, on est parent. Tu vois, c'est un peu ça. On a des grands principes éducatifs et autres. Puis quand on devient parent, on fait ce qu'on peut. Je pense que s'il y a bien une des choses qui est difficile et challengeante dans notre vie, c'est bien d'être parent, d'être des bons parents. Déjà, il faudrait définir ce que ça veut dire qu'être un bon parent, mais c'est très difficile. Pour répondre à ta question, alors là, en fait, déjà, ce que l'enfant il a besoin, c'est d'être nourri dans ses besoins. Et Mhm. notamment, dans la phase, on va dire 0-2 ans, on parle des 1000 premiers jours. Tu vois, dans la théorie de l'attachement, on parle des 1000 premiers jours. C'est très important, là, que l'enfant il soit nourri dans ses besoins, qu'il soit ultra sécurisé. C'est-à-dire que ben, s'il a faim, on lui donne à manger. Si, il a besoin de réconfort, il faut qu'on soit présent. Si l'enfant, il se sent abandonné, parce que quand il crie, quand il pleure, il n'y a personne pour le prendre dans les bras, pour le rassurer, pour le réconforter. Si, quand l'enfant, il pleure, on lui crie dessus. Si l'enfant, Ouais. il baigne dans un environnement de violence, un climat de tension, probablement que l'enfant il va être insécure. Voilà. Et là, on parle juste de la petite enfance. 0-2 ans, Ok. 0-3 ans. Ça, c'est vraiment là où quand même se construit le gros du style d'attachement. Après, il y a toute D'accord. l'enfance. Toute l'enfance de l'enfant jusqu'à son adolescence, voire même son âge adulte, ben, c'est d'éviter de créer des blessures par de la violence verbale, par le fait de rejeter les besoins de l'enfant. Donc ça, c'est très important d'être suffisamment à l'écoute, d'être bienveillant, d'être à l'écoute des besoins de l'enfant. Alors après, faut pas tomber dans les excès qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans euh, les dérives des pédagogies positives. Alors moi, je critique pas les pédagogies Ok. positives, d'être à l'écoute des besoins de l'enfant, mais les dérives, c'est d'en faire un enfant roi, un enfant tout-puissant, Ouais. de pas oser frustrer l'enfant. Et en fait, l'enfant, il tombe dans une forme de toute puissance, et c'est là où c'est pas bon. Et selon moi, ça va générer des enfants qui seront pas du tout adaptés au vivre ensemble, voire même ça peut entraîner de la schizophrénie et de la psychose. Clairement, hein, D'accord. dans l'adolescence, ça peut être des enfants qui ont une vraie difficulté à confronter à la réalité du monde, aux Mmh. contraintes du monde, à la frustration, et ça peut être des personnes qui n'arrivent pas à accepter en fait ce principe de réalité. Voilà, donc ça, ce sont les dérives dans ces principes-là éducatifs que moi je critique beaucoup, où là, pour le coup, on n'est plus du tout dans la bienveillance, pour moi, on est dans la maltraitance. Même si je Ouais. pense que les parents en faisant ça pensent bien Ils faire, voulaient bien. je pense que euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense qu'ils ont à cœur de donner le meilleur à leurs enfants. Mais quand ça Mmh. manque de cadre, ça manque de structure, ça manque d'altérité, je veux dire, quand un arbre il pousse, il a besoin d'un tuteur. On ne dit pas à l'arbre, oh, il va pousser tout seul, on va le laisser pousser. Non, un arbre, il a besoin d'un tuteur, de pousser droit, il a besoin d'être arrosé, il a besoin d'engrais, il a besoin d'être taillé. Ben, un enfant, il a besoin de ça aussi. Non, je comprends ce que tu veux dire, que c'est pas tout simple. Ouais. Si je devrais résumer, c'est pas tout simple, on fait au mieux. Il y a une base qu'on peut apporter sans dévier dans, on va dire, ce nouveau mode de fonctionnement d'enfant roi, mais que, l'essentiel étant quand même, si je reviens, de mettre un cadre et c'est le même un peu engagement que j'ai l'impression que tu Mm. sous-entendais dans la relation amoureuse, qu'on remet Mm. également en place avec son enfant un cadre et un engagement où on lui apprend cette réciprocité, je dirais, si j'ai bien compris l'idée. C'est ça ou pas? Ouais, Comment tu ouais, vois les c'est ça, on peut le dire comme ça. Et puis, bah, bien évidemment, l'enfant, il faut l'aimer. En fait, il a besoin de se sentir aimé. Alors, encore une mmh, fois, il faut définir ce qu'est l'amour. Moi, je ne parle pas forcément de l'amour sensible. Déjà, pour moi, aimer est un verbe d'action. C'est un verbe d'agir, c'est du faire. Ça engage beaucoup la volonté, la liberté et la mmh, responsabilité. Voilà, c'est pas du sensible, même si c'est facile d'aimer un enfant de 2 ans ou de 3 mois parce que c'est tout mignon, parce qu'on est gaga de nos enfants. C'est plus difficile, et je peux t'en témoigner, quand on a des adolescents qui nous envoient chier, qui sont ingrats, où on a l'impression qu'on est à côté de la plaque. C'est pas facile hein, d'aimer un ado hein, qui nous envoie chier, mais justement, ça teste peut-être un peu plus une autre forme d'amour qui se rapprocherait d'un amour inconditionnel, même si c'est toujours difficile de vivre cet amour inconditionnel. En tout cas, on peut tendre vers ça, même s'il est toujours quand même conditionné. Euh, donc oui, c'est donner beaucoup d'amour à l'enfant. Et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est que l'enfant sente dans le regard des parents, déjà bon, de la sécurité, mais également du soutien, c'est-à-dire qu'on transmette de la confiance et une estime de soi, que l'enfant sente qu'il a de la valeur. Parce que ça, tu vois, moi je le vois dans les couples, c'est que
une personne qui ne s'est pas sentie aimée et reconnue dans son enfance, en fait, a une très mauvaise estime de soi, une très mauvaise image de soi. Et donc, finalement, Mhm. c'est là où elle va avoir du mal à prendre sa place dans la relation. C'est là où elle va avoir du mal à s'affirmer. C'est là où elle va avoir du mal à décevoir l'autre. Parce que derrière, il y a la Mhm. peur du rejet, la peur de perdre l'amour de l'autre. Voilà. Et donc, D'accord. ça a un vrai, vrai impact, l'enfance qu'on a reçue, l'amour qu'on a reçu dans la relation amoureuse qu'on va vivre. Et notamment quand tout à l'heure tu parlais de valeur et d'estime de soi. Parce que, c'est peut-être ma perception et là-dessus tu m'éclaireras. J'ai l'impression que c'est le mot qui revient souvent et que, c'est pas par un claquement de doigts, tu vois, qu'on travaille sa valeur et l'estime de soi quand elle a été pas déconstruite, mais, qu'elle n'existe pas, je Bien dirais. sûr. Et aujourd'hui, du coup, ça serait quoi, toi, tes conseils là-dessus pour aller justement travailler cette notion de valeur et d'estime? Parce que c'est pas aussi simple Mm. que ce Mm. qu'on pourrait lire dans les magazines ou, Non. quoi que ce soit. Et des fois, c'est peut-être ma perception, mais j'ai l'impression que c'est un travail de toute une vie. Donc, comment on fait, du coup, pour quand même s'en sortir? Très bonne question. Oui, pour moi, ce que j'allais te dire spontanément, c'est le travail de toute une vie. Même moi, je continue toujours d'essayer de travailler là-dessus. Alors, il y a plusieurs choses à faire, mais la première des choses, c'est de travailler la relation à soi-même. Le dialogue qu'on a interne et l'image qu'on porte sur soi. Il n'y a pas une personne au monde qui va être plus dure avec nous que nous-mêmes. C'est-à-dire, Mmh. même nos pires ennemis ne seront jamais aussi durs avec nous-mêmes que nous-mêmes dans notre dialogue interne. Donc déjà, Mmh. c'est de prendre conscience. Donc déjà, c'est ça, c'est la connaissance de soi. On y revient. Je prends conscience de comment je me parle, ce dialogue que j'ai avec moi, cette relation que j'entretiens avec moi, qui c'est beaucoup construit dans la relation que j'ai eue avec mes parents ou avec les personnes avec qui j'ai interagi dans ma famille. Donc, si je me suis senti accueilli, reconnu, que j'ai eu beaucoup de soutien et de bienveillance, je vais avoir, alors je vais employer un terme très savant, hein, ça va me rendre plus intelligent, introjecté. On a introjecté, on a intégré dans notre surmoi cette attitude, donc dans la relation à soi-même, de la relation qu'on a eue, que nos parents nous ont donnée. D'accord? Donc, la première chose à faire, c'est reconnecter à soi, à cette relation à soi, et d'être vigilant, de travailler sur comment je me parle, quelle attitude j'ai vis-à-vis de moi. Est-ce que je vais me passer mon temps à me dénigrer, à me juger, à me saboter, à dire que c'est pas assez bien, que je suis nul, que j'y arriverai pas, que les autres sont mieux. Donc c'est déjà mettre de la conscience là-dessus et agir et transformer ce dialogue interne. Ça, c'est pour moi la première des choses. C'est de voir toujours le verre à moitié plein, d'être toujours soutenant envers soi, d'avoir une relation à soi comme, comme notre meilleur ami se comporterait avec nous, comme nous, on se comporterait avec notre meilleur ami. Tu vois, OK. c'est déjà pour moi, c'est ça. Et ça demande vraiment du travail, ça demande de mettre de l'attention et d'être vraiment dans l'engagement de non, non, je lâche mes loyautés, j'arrête de rester loyal à mon histoire, à mes blessures, à mes schémas, et je décide de prendre autorité dans ma vie, d'arrêter de me maltraiter, en fait. Tu vois, d'arrêter d'avoir ce juge interne, ce saboteur interne là, qui vient toujours me dénigrer. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, Ouais. il y a différents exercices qu'on peut faire que moi je fais faire à toutes les personnes que je coach pour justement travailler, on va dire, ce mindset, travailler cette image de soi, cette estime de soi. C'est alors déjà récupérer du feedback de l'extérieur. Ça, c'est très utile. Je ne sais pas si tu connais la fenêtre de Johari, c'est-à-dire que pour mieux se connaître, il faut aller demander Ouais. aux autres comment ils nous perçoivent. Parce qu'il y a la OK. perception que j'ai de moi-même et il y a la perception que les autres ont de moi. Et des fois, il y a une Hein, hein. dichotomie immense entre les deux. Si moi j'ai une mauvaise Ouais. estime de moi, je vais toujours me dénigrer, trouver que ce que je fais est pas bien, alors que possiblement, peut-être que je suis quelqu'un de super dans mon travail, dans ma vie de famille, mais moi, je ne le reconnais pas. Donc, un D'accord. exercice qui est très utile, c'est de demander aux personnes de notre entourage, moi, je dis aux personnes que je coach, d'envoyer un message à une vingtaine de personnes, mais ça peut être 30 ou 40, de ton Ouais. entourage, mais des gens plutôt bienveillants, hein, pas des gens qui vont être toxiques ou qui vont t'envoyer des scuds, euh, OK. de dire, voilà, euh, est-ce que tu pourrais mettre 5 adjectifs qui me définissent, qui me qualifient? Adjectif, hein, Mmh. tu dis même pas qualité, tu dis adjectif. Tu vois, comme ça laisse ouvert le champ de... Ils répondent ce qu'ils veulent. Et là, déjà, tu es surpris euh, d'avoir des retours qui sont assez souvent similaires parce que tu as les mêmes qualités qui vont revenir. Parce que les gens perçoivent à peu près la même chose de toi, de ta personnalité. Voilà. Et ça te permet aussi de prendre conscience de, ah ouais, mais moi, je pensais pas que j'étais quelqu'un, je sais pas, d'intelligent. Et tout le monde me dit que je suis quelqu'un d'intelligent. Ben, comme je dis aux gens que je coach, quand tu as déjà une vingtaine de personnes, ou une trentaine, une quarantaine qui te disent la même chose, tu as les mêmes mots qui reviennent, les mêmes adjectifs, tu peux commencer à le croire. Donc ça, c'est pour moi un premier exercice qui est très fort à faire. Un deuxième exercice que j'aime beaucoup faire, c'est de reprendre. Donc on fait un peu une relecture de sa vie et on va noter sur un papier 40 à 50 événements
dont on est fier, dont on tire une satisfaction personnelle. Ça peut être de grandes Mhm. choses ou de petites choses. Ça peut être j'ai passé mon bac, j'ai eu mon permis, j'ai déménagé, j'ai passé un diplôme, j'ai changé de boulot. Euh, Peu importe en fait, du moment où on tire une satisfaction. Et en fait, on va les noter sur une feuille, ces différents événements. D'accord? On en note beaucoup. Et ensuite, à la suite de ces événements, on va les noter quelle qualité, quelle valeur ça a nécessité. Tu vois, Mhm. ben, pour passer un master 2, ça m'a demandé du travail, de l'abnégation, de l'engagement, du courage, de la persévérance. Tu vois, voilà. Et parfois, les personnes font les choses sans même prendre conscience des qualités, des valeurs que ça a nécessité. Mhm. Tu vois, voilà. Donc ça, Oui, pour je moi, ce comprends sont bien. deux exercices qui sont vraiment puissants si on vient le faire et Mhm. qu'on vient ancrer, hein, qu'on vient ancrer ce que ça nous apporte. Voilà. Et après, Mhm. c'est vraiment de travailler au quotidien cette bienveillance Ouais. envers soi. Parce que pour moi, la bienveillance, ça commence envers soi. Faut pas demander dans un couple à ton compagnon qu'il soit bienveillant et respectueux envers toi si toi, tu l'es pas même envers toi. Mhm. Et c'est marrant parce que du coup, tout à l'heure, quand je t'entendais parler de ça, ce que j'étais en train de me faire comme remarque quand je t'écoutais, c'est est-ce qu'en fait, le premier amoureux qu'on cherche à l'extérieur, c'est pas celui qu'on devrait être envers nous-mêmes, en fait? C'est ce qui m'en venait, du coup. Bien sûr. Alors, encore une fois, alors moi, là, je prends beaucoup de pincettes quand on parle d'amour de soi, parce qu'il faut définir Ouais. ce que ça veut être, ce que ça veut dire l'amour de soi. Alors, moi, j'évite de parler d'amour de soi, mais je pense qu'il y a une étape importante pour moi quand on fait un travail sur soi, un travail thérapeutique ou de développement personnel. En fait, c'est donc de bien se connaître et de s'accepter tel que l'on est. Je Mhm. m'accepte, je me reconnais en tant qu'individu, j'assume ma singularité. Donc, tu vois, je ne parle pas d'amour de soi, mais d'acceptation. J'accepte qui je Ouais. suis, j'accepte mon histoire, j'accepte mes fragilités, j'accepte mes limites, j'accepte mes pauvretés, mais je sais aussi reconnaître mes qualités, mes forces, mes valeurs. Voilà. Et je pense que ça, par contre, c'est important de pouvoir s'accepter tel que l'on est, là où on en est aujourd'hui, pour pouvoir en fait aborder une relation en étant déjà en paix. En fait, on est pacifié avec son passé, donc on est plus en paix avec soi aujourd'hui, on n'est pas torturé à se battre avec soi-même. Voilà, pour moi, ça c'est important d'être suffisamment en paix avec soi et de s'accepter tel que l'on est. D'accord. Tu mettrais Après, ce mot acceptation, toi. ouais, pour moi, je mets ce mot-là parce que amour de soi, faudrait définir ce que ça veut dire s'aimer. Même Mhm. si pour moi, dans s'aimer, c'est se respecter dans ses besoins, c'est porter un regard bienveillant envers soi, c'est savoir poser ses limites, donc savoir dire oui, savoir dire non. Alors ça paraît simple quand je le dis comme ça, mais pour moi, c'est une Ouais. des bases, une des compétences relationnelles de base quand on veut vivre de belles relations. En fait, c'est la capacité à dire oui, mais aussi à savoir dire non. Et c'est pas toujours facile de savoir dire non. Voilà. À qui Donc le pour moi, dis-tu? c'est... Pardon? Non, j'ai dit à qui le dis-tu? Je me suis rendu compte, là, je te fais un petit partage là-dessus, que je pensais avoir suffisamment d'assertivité dans plein de domaines de ma vie. Et je me suis rendu compte que sur certains points, et des fois même notamment dans les relations amoureuses, ça devenait difficile de dire clairement non, parce qu'il y avait un fait plaisir, tu vois, qui se mettait en place. Et donc, le à qui le Ouais. dis-tu est sorti de manière spontanée. Clairement, alors, tu vois là, moi vraiment, je suis passionné par la connaissance de soi, la connaissance de l'humain. C'est ce qui m'a toujours drivé depuis que je suis enfant, hein, vraiment. C'est ce qui m'amène à faire ce métier aujourd'hui et à, je pense, à assez bien comprendre la psychologie humaine. Euh, Ouais. En fait, pour moi, après, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est se connaître et se comprendre. Parce que tu vois, dans ce que tu dis, le même comportement peut être généré par plein de choses qui sous-tendent, qui sont différentes. Soit, Mhm. par exemple, de la dépendance affective, la peur d'être rejeté, ou la peur Mhm. d'être abandonné, ou voilà, la peur de perdre l'amour de l'autre. Donc ça peut être généré par une peur et une blessure, tout ça. Ça peut être Mhm. généré par une injonction familiale de la femme, de toute façon, elle doit se donner à 100% parce que ma mère m'a toujours dit ça, ma grand-mère était comme ça, et nous, dans la famille, c'est comme ça. Voilà, donc finalement, là, ce sont des injonctions familiales. Et tu as l'impression que si tu fais plus ça, tu trahis en fait ta famille, tu trahis ce que tu as reçu, tu trahis ta maman, ta grand-mère. Et donc, c'est violent de dire, mais je trahis. Donc, je m'oppose à ça. Donc, ça peut être très, très violent. Mais tu vois, également, dans la connaissance de soi, moi, j'aime beaucoup les outils de typage de personnalité. Tu vois, ça peut Mhm. être l'énéagramme, la processcom, la psychopathologie, l'arc. Enfin, ouais, il y a plein, plein d'outils. Mais tu vois, par exemple, l'énéagramme, la base 2, je ne sais pas si tu connais l'énéagramme, la base 2, c'est Ouais, celui qui c'est. est un peu, on va dire, l'altruiste. Il a besoin Mhm. d'être, en fait, de faire pour les autres, d'être dans la charité, d'être dans l'altruisme, parce que c'est comme ça qu'il existe, c'est comme ça qu'il se sent aimé. Mais tu vois, quand Mhm. tu fais ça, ben, tu sais que tu fonctionnes comme ça. Mais c'est là où, à un moment Ouais. donné, il faut ajuster le curseur.
Il faut pas que du Mhm. coup, ça soit une pulsion instinctive qui t'amène à toujours faire ça au détriment de toi. Tu prends besoin, ouais. Voilà. Et c'est là où il faut, encore une fois, c'est toujours de la connaissance de soi et c'est toujours une histoire de curseur. Mais Toi, c'est là où tu vois, c'est très spécifique et pointu. Par exemple, tu prends l'énéagramme. Moi, j'ai une base 8. Et dans ma base 8, j'ai un fait plaisir qui va quand même prendre le dessus, parce qu'en termes d'assertivité, dis-moi, même pas d'assertivité, ça c'est à travailler des fois, je te dirais, mais en termes d'être direct, d'affirmer entre guillemets ok. ce qu'on veut pas, là, je te dirais que des fois, tu es high level. Et ça n'empêche pas que dans certaines typologies et de références, tout à l'heure, tu parlais de trahison au père ou ce genre de choses, que ça coince et je vais pas y aller. Et c'est là où c'est beau, justement, également, toute cette typologie de personnalité et que chacun est unique et qu'il y a une combinaison, je dirais, qui s'est créée individuelle. Mais ça demande énormément de finesse d'aller décortiquer, du coup, qui Mm. on est, en fait, Tout à derrière. fait. Pour moi, c'est le chemin de toute une vie, la connaissance de soi. Et qui dit Mhm, connaissance de soi, dit connaissance des autres, parce que mieux je me connais, me comprends, plus je suis à même de m'ouvrir à l'autre, à l'altérité, à la différence. Tu vois, je tombe mhm, moins dans des schémas égotiques. Je tombe moins dans des mhm, schémas où je veux avoir raison. Tu vois, où on serait dans la rhétorique. Je veux avoir raison, je veux me poser mon point de vue. Moi, je t'ai partagé mon point de vue sur à quoi on est appelé, mais je peux discuter avec une personne qui me dit, mais non, moi, je pense qu'au contraire, c'est le célibat qui amène. Et choqué. Par contre, je serais curieux de creuser, de faire de la dialectique. Ah bon, mais est-ce que... Oui, mais voilà, j'irai creuser. En fait, j'irai mhm, essayer de m'enrichir de... Ah ouais, mais l'autre, il a un point de vue qui est très différent du mien, mais en quoi ça pourrait m'enrichir? Et juste une mhm. chose pour rebondir, mais je pourrais en parler des heures, parce que moi, quand tu me lances sur la connaissance de soi, je peux en parler des heures. D'ailleurs, on pourrait faire, je pense, toute une interview sur ce sujet-là, la connaissance de soi. Mhm. Tu vois, tu parles de l'énagramme. Si vraiment tu es un type 8, moi, j'ai une base 8, hein, donc je sais ce que c'est. D'accord. Euh, Ok. la base 8, son évolution, sa transcendance, c'est de passer dans la flèche en Mhm. deux. Donc, c'est justement de mettre son autorité, son charisme, mais plutôt que chercher à être un chef en mode je contrôle tout et j'utilise mon pouvoir, le fait de contrôler, de dominer pour moi, ma satisfaction, pour contrôler les autres, je mets ce charisme Mhm. au service des autres. Mhm. Moi, tu vois, c'est ce que j'essaie de faire dans mon accompagnement en tant que coach, d'insuffler Ouais. ce que je suis, mon charisme, cette autorité, cette sécurité que je peux parfois apporter aux personnes que je coach, mais dans l'altérité. Je le fais plus pour moi, je le fais au service des autres. Et là, en fait, Mhm. c'est très, très positif. Un 8 qui va dans sa flèche en 2, ça donne Mhm. l'abbé Pierre. Ça donne l'abbé Pierre. Mhm. Ça donne cette énergie de combattant, de colère, de je lutte contre de l'injustice euh, pour une cause, pour les autres, pour la pauvreté, tu vois, Mhm. c'est ça que ça amène. Et en ça, c'est très, très intéressant. Je pense qu'il faut croire en ses rêves, il faut croire en ses Ouais. désirs, en ses projets. Faut arrêter de voir petit. Vaut mieux voir grand, quitte à ce que ça aboutisse pas à ce que toi, tu avais visé, mais au moins tu fais quelque chose. Parce que des fois, à trop se mettre de limites, de barrières, de non, en fait, on fait rien. Alors que justement, chacun a ce que je disais tout à l'heure dans les talents, chacun a apporté à l'humanité dans sa singularité. Et c'est ça aussi, il faut assumer sa singularité. Qu'est-ce que moi j'ai Mhm. apporté à l'humanité par rapport à mon parcours, à mon histoire, à ma richesse. Et souvent aussi, c'est comment faire en fait parfois de ses faiblesses, de ses blessures, de son histoire, d'en faire en fait une force, d'en faire un moteur. Toi, moi, je ne serais pas le coach, le thérapeute que je suis aujourd'hui si j'avais pas eu toutes les casseroles, toutes les blessures, tous les traumas que j'ai eus. Donc moi, je rends grâce pour mon histoire en fait. Je rends grâce d'avoir eu autant de blessures, de manque d'amour, de carences affectives parce que c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. C'est ce qui fait le coach que je suis. C'est ce qui m'a permis de développer une forme d'empathie, de compréhension de l'humain, de pouvoir connecter à la souffrance. Donc moi, je rends grâce parce que c'est le plus beau cadeau, c'est ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est ça en fait. C'est pas mes espèces Mhm. de réussites, je sais pas quoi, égotiques, non. C'est justement d'avoir su peut-être transformer ce que la vie m'a donné, qui sur le papier, on pourrait se dire, ouais, bon, ok, tu pars pas avec une cuillère en or dans la bouche, mais en fait, en quoi, à un moment donné, j'en tire une force et du talent. Et pour revenir à ton expérience à toi et le sujet du truc, est-ce qu'à un moment donné, dans les écueils que tu as pu avoir dans tes relations amoureuses, parce que c'est ça qui a forgé aujourd'hui le coach que tu es, est-ce que du coup, il y a des moments où tu t'es dit: «Ah, je serai célibataire toute ma vie»? Est-ce que c'est arrivé ça? Ouais, ouais, alors oui, oui, il y a eu... En fait, moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup de séparations. Donc, connu beaucoup de relations amoureuses. Euh,
plutôt durable de plusieurs années, avec à chaque fois ça fonctionnait pas, c'était très dysfonctionnel, toxique, et j'avais une grande part dans cette toxicité-là, hein. Attention, hein, je prends vraiment ma part. Gros dépendant affectif, j'allais chercher à compenser des manques, je voulais guérir à travers l'autre, je rejouais mes blessures d'irrespect, d'abandon dans ma relation en permanence, donc je reprochais à l'autre des choses qui appartenaient pas du tout à la relation, bref. Euh, donc j'ai très rapidement compris que j'étais un gros dépendant affectif. Moi, je commençais la thérapie, j'avais une vingtaine d'années, j'étais déjà conscient de ça. Et à chaque fois, en fait, je me disais surtout, bon, il faut que je guérisse de tout ça, il faut que je fasse des années de thérapie pour que je sois bien dans ma peau, pour me mettre en relation. Et il s'avère qu'en fait, ben, la vie faisait que ben, je m'attachais à une personne et je me remettais en relation avant même d'opérer vraiment ce travail-là dans le célibat. Mais là où vraiment je me suis posé une vraie question et j'ai pris plus d'un an dans ma vie pour m'interroger là-dessus, ben, c'était avant de rencontrer ma femme, hein, donc c'est pas si vieux que ça. J'avais déjà passé la trentaine. J'avais eu déjà 4 échecs amoureux. Et vraiment, je me suis posé la question, est-ce que vraiment, est-ce que tu vas arriver un jour à être heureux en couple? Et est-ce que tu vas arriver à rendre une personne heureuse, une femme heureuse en couple? Est-ce que finalement, t'es pas trop blessé, trop torturé, trop traumatisé, trop insécure dans le lien pour finalement pouvoir t'engager dans une relation bienveillante, stable et tout ça? Et donc, j'ai pris plus d'un an de ma vie. J'ai fait un gros boulot sur moi encore. Thérapie Mhm. spirituelle, des retraites, des choses comme ça. Je me suis vraiment questionné. J'ai compris beaucoup de choses. Et c'est là où, par contre, j'ai vraiment tout revu, ma vision du couple. Comment considérer le couple? En fait, je me plantais beaucoup aussi sur comment je m'y prenais, sur la stratégie. Voilà, je mettais trop d'affect, trop du sensible, pas assez d'engagement. Le projet n'était pas clair, j'étais peut-être pas clair avec moi. Donc voilà. Donc oui, j'ai traversé ça. J'ai posé vraiment un discernement dans ma vie à me dire, bon. Pose les choses à plat. Est-ce que oui, tu penses que c'est possible ou pas? Et si c'est oui, tu vas t'en donner tous les moyens et tu vas te demander, mais comment c'est possible? Voilà. Et si c'est pas possible, ben, tu verras quel chemin tu pourrais suivre. Mhm. Mais du coup, pour répondre à la question, toi, t'as jamais eu ce moment de pause, ça a toujours été quelque chose de fondamental et qui nourrit tes valeurs Ouais. d'avoir un Oui, couple, oui. une relation de couple engageante. Ouais, et comme je t'ai dit au tout début dans ma présentation, moi, la vie de La famille, la base. famille, le couple, la famille, les enfants, pour moi, c'est mon pilier dans ma vie. C'est ce qui est premier. Après, bon, le boulot, c'est important, les amis, les passions, ok, mais ce qui est premier, pour moi, c'est la famille. Voilà, donc, et ça, depuis jeune, alors on pourrait dire, oui, depuis jeune, mais comme tu n'as pas eu un bon modèle, ben, du coup, tu cherches à combler les manques, on pourrait se dire ça, mais c'est pas du tout de cet ordre-là, c'est que pour moi, ça rejoint mes valeurs. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, je connais plein d'entrepreneurs avec qui je discute, qui aussi, la famille reste un pilier fondamental dans leur vie. Tu vois, malgré l'entrepreneuriat, malgré leur passion, malgré leurs loisirs et tout ça, ça reste quelque chose Ouais. de vraiment fondamental. Moi, ça l'a toujours été. Donc, ça a toujours été pour moi un moteur dans ma vie. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a toujours poussé. C'est pour ça aujourd'hui que je suis coach en relation amoureuse. C'est que moi, je veux aider les personnes qui ont ce désir profond de réaliser ça, mais elles n'arrivent pas à concrétiser les choses. Il leur manque les outils, les moyens, les clés, la stratégie, et c'est en ça où moi je leur apporte tout mon aide, tout mon soutien, toute mon expérience et mon expertise pour les aider à concrétiser ben, ce désir qu'ils ont dans leur cœur en fait. Parce que je sais aussi le bonheur, la fécondité que ça peut apporter quand on est vraiment épanoui dans une vie de couple, une vie de famille, qu'on est vraiment heureux, épanoui, qu'on se sent libre, que la relation, elle nous fait grandir, qu'on se sent encore plus libre en relation que si on l'était dans le célibat. Pour moi, c'est là où on a tout réussi. Mmh. Ouais, parce que tu parles de cette notion de liberté et souvent ce qui est revenu justement dans certains, témoignages ou même proches que je connais qui mènent des vies de célibataires. Par exemple, j'ai un ami, je te donne l'exemple, où il me disait, lui, demain il peut aller vivre à Pierre-Paul-Jacques, dans n'importe quel pays et il a pas envie de se dire qu'il va entre guillemets «se priver» et qu'il va s'entacher de cette, Je comprends. liberté pour une relation de couple et souvent, il y a cette valeur liberté qui peut être mise Mm. en avant. Est-ce que c'est réellement, selon ta vision, hein, de coach, une valeur qui peut être tellement forte que des fois ça nous fait renoncer à être en lien dans une relation amoureuse? Ou est-ce que c'est, tout à l'heure, comme tu disais, un mode d'attachement qui peut être justement évitant et qui va arguer de liberté pour, justifier son fonctionnement, je dirais? Ouais, bien sûr.
Presque là, il faudrait que je prenne la casquette un peu, qu'on aborde ça de manière philosophique en fait, et qu'on définisse la liberté. Mais tu vois, moi, la valeur liberté, c'est une valeur mais fondamentale dans ma vie, mais fondamentale. C'est d'ailleurs ce qui fait que je suis entrepreneur aujourd'hui. J'ai toujours aspiré à la liberté. J'ai un esprit libre d'ailleurs. Voilà. Euh, mais ça dépend la définition qu'on va mettre du mot liberté. Aujourd'hui, on associe beaucoup liberté à autonomie absolue. Autonomie, Mhm. c'est-à-dire l'autre est une entrave à ma liberté. Je vois l'autre comme un obstacle à ma liberté, à mon épanouissement personnel. D'ailleurs, dans le dev perso, et je critique souvent les écueils du dev perso, donc pas le dev perso en lui-même, de faire un travail sur soi, d'apprendre à se connaître, d'évoluer. Moi, je suis coach, je suis thérapeute, j'ai beaucoup utilisé ces outils, je continue de les utiliser. Mais c'est au service de quoi? Si c'est juste au service de mon petit bonheur, ma petite croissance, ok, mais c'est en vue de quoi? Demain, je vais mourir, qu'est-ce que j'aurai laissé? C'est bien beau de m'épanouir pour moi de façon auto-centrée. Alors, peut-être qu'en disant ça, j'ai déjà une forme de jugement et je veux bien le reconnaître. Donc, c'est là où il faut définir. Là, cette personne, peut-être qu'elle associe liberté avec autonomie absolue. C'est-à-dire, pour moi, m'attacher à quelqu'un ou dépendre de quelqu'un, ça veut dire perdre des libertés. Oui, en soi, je perds certaines libertés, mais pour en gagner des nouvelles. Moi, j'ai la liberté aujourd'hui de fonder une famille, d'avoir des enfants, de partager des choses. Le célibataire, il n'a pas cette liberté-là. Il ne peut pas vivre ça. Et même, je dirais, alors là, je vais parler un peu plus comme un psy, euh, en fait, l'attachement à l'autre est un chemin de liberté et de croissance. C'est en ça que le couple, même d'un point de vue psychologique, le fait d'être attaché à l'autre, m'amène dans un processus de croissance et d'évolution personnelle. Moi, je vois le couple Mhm. comme la plus grande des thérapies. Pour moi, le couple, c'est le plus grand développement personnel. Par contre, il faut trouver la bonne personne avec qui on s'engage sur un vrai projet, des valeurs communes. Il faut que la personne, elle prenne sa part de responsabilité. Mais moi, je dis souvent, je me suis jamais senti aussi libre depuis que je suis marié à ma femme. Parce qu'à partir du moment où je me suis marié, quelque part, je me reprends plus. C'est-à-dire, c'est bon, je me suis engagé dans cette relation. Mais en fait, je suis libre à tout moment de décider de ce que j'ai envie de faire dans mon travail, tout ça. Mais par contre, je tiens compte aussi de l'autre. C'est-à-dire, c'est pas cette liberté. Parce qu'aujourd'hui, on associe la liberté avec l'autonomie absolue. Et c'est là où je pense qu'il y a une erreur sémantique. Qu'est-ce qu'est la liberté? Est-ce que c'est l'autonomie absolue? Je peux jouir à tout moment de mon temps, de mon énergie, de faire ce que je veux comme je veux, sans tenir compte de l'autre? Ou est-ce que la liberté serait la capacité de se donner, la capacité justement de s'engager? Et est-ce que finalement, je ne serais pas plus libre quand je suis engagé dans une relation avec l'autre? Tu vois. Donc Mhm. ça pose vraiment des questions, je dirais, d'ordre presque philosophique. Mhm. Ouais, je comprends. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, limite, la question n'est pas réellement de savoir est-ce que je peux être épanouie, en couple ou pas en couple, mais c'est de revenir à aller regarder quel est l'attachement que j'ai eu depuis l'enfance, quel que soit le format des relations, et de se dire comment j'évolue et je m'épanouis dans la vie au travers de mes relations. Ouais, bien sûr. Oui, encore une fois, tu vois, pour moi, on parle de la connaissance de soi. Et dans la connaissance de soi, pour moi, c'est inévitable de faire une relecture de son histoire. Tu vois, Mhm. c'est inévitable de faire une relecture. Alors, est-ce qu'il faut toujours faire une thérapie, une psychothérapie pour ça? Je pense pas. Si on s'y engage vraiment personnellement, qu'on essaie vraiment de se remémorer un peu ses souvenirs, peut-être qu'est-ce qu'on a eu comme blessure, quelles sont les injonctions qu'on a eues, quel était le modèle de ma mère, de mon père. Voilà, mais je pense que c'est important. Euh, En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marie Balmary, qui est une psychanalyste française, qui dit en fait, nous naissons liés, du verbe se lier, hein, nous naissons liés. Euh, Notre but est de nous délier, ça veut dire de nous détacher de tous ces attachements, ces injonctions familiales pour nous Mhm. allier, c'est-à-dire pour nous rattacher avec quelqu'un, mais de façon libre, engagée. Et je pense que Oui, pour moi, interdépendante, comme tu disais. le vrai processus psychologique, pour moi, c'est ce chemin-là. C'est je Mhm. me délie de mon histoire familiale, de toutes ces Ouais, loyautés inconscientes, ces blessures et tout ça, pour pouvoir être vraiment libéré de ça, tu vois, ouais. être délié, parce que sinon, en fait, j'ai des attachements inconscients et je vais rejouer ces loyautés inconscientes, hein, si j'en suis pas Mhm. conscient. Voilà. Et quand à un moment donné, je me suis délié, j'ai vraiment cette capacité de m'engager librement par un acte de volonté, mais de façon souveraine et consciencieuse. Moi, ça, c'est ce que je prône vraiment dans mes accompagnements, d'accord? C'est pas d'un attachement dans la dépendance affective, pas du tout. Voilà. Mhm. Pour pouvoir m'allier avec l'autre. Et c'est le fait de m'allier avec l'autre où je rentre dans un chemin de croissance et d'évolution.
Je te remercie en tout cas pour le Ouais, temps que tu m'as accordé et pour la avec plaisir. richesse de tes propos. Merci. Avec plaisir.